Le rapport du GECAM, il est très inquiet. Il a dit que, dans un rapport que j'ai pu pas tout à fait respecter, on a perdu à peu près 600 milliards pour la crise post-transporteur. Et nous, les transporteurs, nous sommes dans les pertes d'à peu près 70 milliards. Et sans oublier qu'il y a pas mal. Avec toutes ces batailles entre hommes de pouvoir ou hommes du pouvoir, est-ce que ça ne grippe pas davantage la machine alors que les uns et les autres attendent le gouvernement? Oui, il faut absolument un gouvernement. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des titres fonciers dans des responsabilités et dans lesquels il faut à tout pour les démettre. Et nous avons les hautes institutions qui ont complètement foutu le pays en air. Les hautes institutions nous ont permis, ont obligé le président Biya à reculer de 71% à 53%. Mais une fois les élections passées, ça a repris de plus belle. Et on a des questions à se poser. Vous suivez à part devant moi la bataille qui risque entre le PAD aujourd'hui et le ministère des Finances. Ouverte. Elle est ouverte devant tout le monde. Il y a une bataille. Il y a une bataille qui n'a pas sa raison d'être. Alors, mettez-nous à jour, les auditeurs, téléspectateurs et internautes. Mais d'abord, la première des choses, c'est que l'État du Cameroun, il y a la priorité de l'État dans un contrat avec un partenaire particulier ou un partenaire privé. C'est l'État. Oui. Et puis il y a l'organisation de la gestion d'un espace portuaire qui est dédié au port autonome de Douala. Voilà les deux prérogatives. Dans le cas d'espèce, vous avez la société SGS qui a un contrat avec l'État du Cameroun qui date et qui a les informations bien plus à bonne source, fini en 2032. Ça, c'est l'État du Cameroun. Et la SGS est chargée donc de faire un certain nombre de check-in qui permet à la mercuriale qui permet à la douane, en fonction de la mercuriale, de facturer ce que vous avez droit à des. Voilà le principe. C'est-à-dire que la douane exerce à l'intérieur du port, c'est vrai, mais a pour chef le ministre des Finances. Okay. Le port a pour chef le ministre des Transports. Du moins, la tutelle c'est le ministre des Transports. Voilà les deux prérogatives qui sont. Au jour d'aujourd'hui, Cyrus, il faut dire, a réussi quelque chose d'extraordinaire, améliorer et à rendre le port complètement le port autonome de Douala très rentable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et je retrouve les photos, le jour qu'on a fait partie Bolloré, le 31 décembre 2019, j'ai les photos avec moi, j'étais à côté de Cyrus. Donc j'étais là, donc je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce que le contrat de Bolloré de DIT était arrivé à terme et il voulait renouveler. On lui a dit non. Et il était de bonne politique que le port récupère cela et nous nous félicitons aujourd'hui que le port a récupéré ça par le biais en mettant en place la RTC qui marche merveilleusement bien. C'est parfait. Maintenant, le directeur du port estime qu'il faut élargir l'assiette des recettes du port de Douala. C'est normal, c'est son droit le plus absolu. Mais pour autant, il faudra bien qu'il s'accommode aux taxations. Même si les textes là sont mauvais, il faut bien qu'il s'accommode. Et dans le cas d'espèce, c'est le ministère des Finances qui décide de ce qui rentre au port à partir de la douane. C'est la douane qui est le corps qui certifie ce qui rentre, qu'il le fasse bien, qu'il le fasse mauvais. Mais c'est d'abord la douane, c'est d'abord son rôle. Donc il faut respecter dans ce cas-là. Je ne dis pas que pour autant que je suis d'accord avec ce que fait Fongotte, je ne suis pas d'accord avec ce que fait le ministre des Finances, mais pour autant mon rôle de politique c'est de savoir. Et donc la question d'espèce, le directeur du port de Tournou Douala estime qu'il faut qu'il réorganise le port et qu'on fasse un scanning pour tout ce qui rentre. Est-ce que pour autant il est dans son droit? Il dit oui, mais est-ce que le droit lui donne la raison? Non, c'est là où se trouve la limite de son action. Il faut d'abord respecter les textes. Il faut d'abord respecter les textes. Et dans le cas d'espèce, on a un épistolaire où on fait un scanning. Au port de Douala, il y a un scandale actuel. Vous faites un scanning qui est fait par le port de Douala et vous faites un scanner qui est fait par la EGS. Donc ça veut dire que vous payez doublement? Non, vous ne payez pas. Non, vous ne payez pas. Celui du port, vous ne payez pas. Et celui... Jusqu'à un moment, oui. Moi, la question que je pose est pourquoi ce bras de fer, si il s'engage ce bras de fer d'après les informations. Qui engage? Les informations, on me dit que c'est pratiquement à partir du SGPR. Donc, d'où la nécessité de faire le gouvernement. Mais vous avez désormais Transatlantique SA, la société. Transatlantique, c'est la société qui a été homologuée par le port de Douala. Donc, il est PCA. Voilà. En ce moment, SGS, comme il le dit. Donc il est PCA de beaucoup, le PCA de régie. Oui, c'est il est PCA de Transatlantique, oui, il est PCA de dragage, il est PCA de remorquage, oui. Puisque ça englobe tout. Ça englobe tout ça. Oui, mais le PAD englobe tout ça. Et les membres du conseil d'administration de ces différentes sociétés-là. Alors moi, je voulais revenir. Toutes ces régions, on les déjà. Non, je ne peux pas répondre. Non, toutes ces régions, on les déjà. Au conseil d'administration. La plupart, c'est des directeurs. Oui. C'est des conseillers techniques. On ne peut pas être employé en même temps être membre du conseil d'administration. Il y a là un débat. Non, je comprends, M. Cyrus, il a beaucoup de la volonté. Mais le droit parfois s'oppose à lui et le droit n'est pas la vérité. Il peut te demander. Le droit n'est pas la vérité. Est-ce que c'est rentable ou pas?
Non, même si vous avez la rentabilité, il y a le droit. Le droit n'est pas la vérité. Il faut respecter le droit. Il faut respecter le droit. Je dis ces contrats ne sont pas bons. Mais pourtant, il faut les respecter. Donc ça veut dire que lorsque vos conteneurs arrivent au port de vous sortez du port, on fait un scanning, c'est celui de Transatlantique. Je ne sais pas, moi, c'est Emmanuel Coco. C'est Transatlantique, ça. Voilà. Il a couvert d'ailleurs le public, ce public au reportage. Pas membre du conseil d'administration. Par contre, la gestion de Coco m'inquiète. Non, membre du conseil d'administration. Ces derniers temps là. Non, j'ai suivi les premières activités de la Dès que j'appelle Coco, il est toujours au port. C'était le 2 janvier. Mais c'est normal, Emmanuel Coco. Activités de la Transatlantique. Tu es journaliste. Mais les journalistes, voilà, j'ai vu les premières activités. Le journaliste, au-delà de son envie, rencontre des faits. Voilà. Dis-nous la vérité. La vérité, c'est que c'est plus rapide, c'est digitalisé. Ça prend quoi, 20 secondes le scanner. Tu es membre du conseil d'administration? Non, du tout. Ah, ok. Donc, et à l'occasion, on nous a montré le parcours qu'on faisait avant pour faire le scanning. C'était quand même, pour les hommes d'affaires, c'était pénible. Oui. Et là, il y a un gain de temps. C'est en quelques secondes, le scanning. Ah, d'accord. C'est même pas grand chose. Il faut, quand tu entres, c'est pas grand chose. Est-ce que ce scanning, lorsqu'il se passe, il y a le port, il y a la douane qui est à côté? Non. Bon, voilà. Comme ça se faisait avant. C'est la douane. Surtout qu'Emmanuel Coco, à un moment donné, le port avait beaucoup de problèmes de congestion. Oui, sur ce point-là, il y a une amélioration significative. Et ça a décongestionné le port. Vous vous souvenez que ça a fait les choux gars de la presse à un moment donné, le décongestionnement du port. Là, oui, non, sur ce point-là, il y a un l'espace dédié. Et on a négocié avec le Tchad, on a négocié avec la Centrafrique, qui font de plus en plus. Mais seulement, c'est le parcours. C'est aujourd'hui le corridor qui pose un problème. Parce que le corridor, vous connaissez ça. Avec l'état de la route et les tracasseries policières. Donc, si on avait amélioré. Donc, à mon sens, comme on ne peut pas faire des tracasseries sur le chemin de fer, on aurait pu bien basculer sur le chemin de fer. Mais là aussi, le chemin de fer, lui aussi, il a pas mal de problèmes. Ça tue le transport. Ah oui, le transport. Mais on peut expliquer tout ça, c'est le ministre Ngalé Bibé qui est bien entendu, mais le problème, c'est qu'il a tiré des contrats. Père Zipan, vous êtes ancré en studio et on évoquait justement cette... je vais dire quoi, cette actualité, parce que c'est une actualité, il faut peut-être creuser pour savoir la cérémonie de présentation des vœux au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavaillé Djibril, s'est tenue vendredi dernier, mais là, devant un fauteuil vide, c'est plutôt le premier vice-président, Hilarion Eton, qui a assuré l'intérim. Est-ce qu'on assure l'intérim aussi pour la présentation des vœux? Ah ben là, je pense que le communiqué aurait été plus clair, que les vœux seront reçus par le premier vice-président. Parce qu'au regard de la manière où on élit le président de l'Assemblée nationale, on élit le président de l'Assemblée nationale et on élit le premier vice-président. Et c'est les autres qui sont sur les listes. Donc c'est une preuve que l'institution peut être incarnée par le vice-président. Donc le communiqué du départ aurait pu bien préciser que c'est le vice-président. Et là, ça aurait été une preuve patente que, naturellement, l'institution est vide au niveau de son sommet. Parce que Hilarion Eton n'a pas le titre de très grand honorable, comme les gens l'appellent habituellement. Je ne sais pas d'où ça tient cela. Il en va de même pour le président du Sénat. Peut-être parce qu'il est là depuis plus de 40 ans aussi. Même le président Hilarion, je pense que le vice-président Hilarion Eton est là depuis entre 3 ou 4 mandats, si je compte bien, 3 ou 4 mandats. Oui, mais pas autant que le président. Non, le président de l'Assemblée nationale est le doyen des élus de la planète. 1972. 72. C'est le doyen des élus de la planète, bien entendu. Comme le président du monde. Oui, de la planète. Le plus vieux parlementaire du monde. Le plus vieux parlementaire du monde. Nous sommes le continent, Emmanuel. Nous avons aussi le plus vieux policier en fonction. Naturellement, et le président et le doyen des chefs d'État du monde. Donc, reprenez un peu. Ça, c'est un record. Mais c'est pas le président équato-guinéen? Non. En longévité du pouvoir. En longévité continue du pouvoir. 1978 ou 77. 79, voilà, exact, parce qu'il avait remplacé Marcias Nguema à l'époque. Et donc, je pense que 79 continue. Ça aurait pu être le président Sassou Nguesso parce que c'était 77. 77. Mais après, voilà, il a été remplacé par Lissouba 5 ans et puis il est revenu par la suite. Donc je pense que l'Afrique centrale regorge pas mal des records dans les livres Guinness. Et là, on peut bien s'interroger. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'autre record que les Camerounais doivent savoir, c'est qu'on est le seul pays africain ayant obtenu l'indépendance en 1960, n'ayant jamais connu l'alternance. Voilà. Attends, reprenez. Oui, nous sommes le seul président africain ayant obtenu l'indépendance en 1960, n'ayant jamais connu l'alternance. Donc ceux qui se battent en principe face à ce système en pensant que cela tient sur rien, ils se trompent.
Et donc, par conséquent, tout ça, c'est le devoir. Donc, je pense qu'on revient à la question qui me semble tout à fait très intéressante, c'est que le communiqué au départ est plus marqué. Donc, on marche en principe par embuscade et en permanence. Ce qui m'étonne, c'est que les parlementaires, c'est-à-dire que les députés de l'Assemblée nationale, qui ne doivent pas leurs élus, qui ne doivent pas les élections au président de l'Assemblée nationale, ne s'insurgent pas. Bien entendu, moyen de choses de dire, mais alors le communiqué ne tient pas. Et puis, ils jouent à ce jeu-là. Et puis, par la suite, pour venir nous dire, en Mondiovision, qu'ils se battent pour que le Cameroun s'améliore. Ne serait-ce que les règles qui organisent votre institution doivent être respectées. Si eux-mêmes, chacun pense à comment il a fait pour arriver à l'Assemblée nationale, pourquoi il doit s'insurger? Je pense que ce qui est tout à fait très intéressant, c'est que dans un monde aussi difficile, du moins dans des élections aussi difficiles, quand vous arrivez à être député du côté de l'opposition, vous avez traversé pas mal d'écueils. Tout à fait. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ils perdent leur liberté une fois qu'ils arrivent à l'Assemblée nationale. Ils sont fatigués, Non, ils ne sont pas fatigués. Il y a deux événements dans lesquels il faut dire. Il faut dire très froidement, c'est pas parce que l'autre rôle, c'est de donner l'information. Et c'est pour ça que j'ai accepté la tranche de cette émission. Tout à fait. Quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, il y a des règles qui sont établies. Le règlement intérieur, c'est une loi. Ouais. Vous n'avez pas de groupe parlementaire, vous n'avez pas droit à un certain nombre de postes réservés au bureau de l'Assemblée nationale. Quand vous n'avez pas de groupe parlementaire, donc tout ce que vous obtenez par la suite de la faveur de l'expression au motif que la présidente de l'Assemblée nationale vous donne, c'est quand même quelque chose d'ahurissant. Je prends deux cas majeurs. Vous avez le parti le plus élu à l'Assemblée nationale, hors RDPC, c'est l'UNDP. 7 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça lui donne le droit d'avoir un vice-président? Non. Vous avez le SIF qui a 5 députés. Est-ce que ça lui donne le droit d'avoir un questeur? Non. Vous avez le PCRN qui a 5 députés. Est-ce que ça lui donne le droit d'avoir un poste de secrétaire? Non. Vous avez l'UDC qui a 4 députés. Ça lui donne le droit de secrétaire. Est-ce que ça lui donne le droit d'avoir? Non. Vous voyez que l'opposition va en rang dispersé et selon que la présidente de l'Assemblée nationale décide. Pourquoi je le dis? Parce que cette expérience a été communiquée au moment où Kindi était député à l'Assemblée nationale. Quand nous sommes arrivés, j'ai fait ce parcours de négociation avec lui. Il a été très étonné de savoir, parce que là, il faudra que j'amène les documents. Pourquoi vous voyez, quand on est arrivé, il était le seul député de l'Assemblée. Le SDF avait 14 députés à l'époque. Je dis ça pour les députés du MP. 14 députés du SDF. Un député et un député du MP. Voilà. Et le président qui dit, donc, le règlement intérieur n'interdit pas que l'on puisse faire un groupe parlementaire de l'opposition. Et il propose donc au SDF d'avoir, de se mettre, de s'ajouter au SDF pour que ça fasse 15. Et donc les 15 le donnent droit à un vice-président, un questeur, un secrétaire, un président du groupe et un vice-président du groupe. Ça fait 5 postes. Mais le SDF qui avait réussi donc à faire à ce qu'on annule les élections à droit à la 5e, espérait donc avoir les 2 députés qui lui permettaient d'avoir 16 députés, ou du moins 19 députés pour avoir le groupe parlementaire. Donc, elle a préféré s'autonomiser. Premier élément. Deuxième élément, l'UDC à l'époque en avait 5 députés. L'alliance ne s'est pas faite. Et cette alliance qui était cette expérience de 2007 s'est transposée naturellement en 2020. En 2020, additionnez bien. Vous prenez le PCRN, 5 députés. Le SDF, 5 députés. L'UDC, 4 députés. 14. Et l'UMS, 2 députés. Ça nous fait en principe 16. Les partis auraient pu bien se mettre d'accord pour avoir un groupe parlementaire et occuper donc vice-président, président du groupe, naturellement. Et je rappelle en passant, pour ceux qui ne savent pas, que le président du groupe, quand vous avez un groupe parlementaire, le président du groupe intervient à tous les débats qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et ils allaient sans délai. Et ils allaient le faire quand? Avant l'élection ou après l'élection? Non, il n'y a pas de temps, même pendant. Parce qu'à partir du moment où on renouvelle le bureau de l'Assemblée à chaque année, c'est-à-dire qu'au mois de mars, là, on va renouveler. Forcément. Donc il faut, à ce moment-là, vous introduisez et vous le négociez. Fort heureusement, cette expérience-là, on ne tire pas. On ne tire pas beaucoup les leçons du passé pour nous permettre de nous projeter. Et là, c'est tout à fait déplorable à l'opposition. Et donc, cette manière de faire, cette expérience-là, nous devons donc tirer le leçon et pour pouvoir s'améliorer. Et donc, la question que vous me posez, la question, c'est que Hilarion est vice-président de l'Assemblée nationale et président parlementaire de la CEMAC, si j'ai bonne mémoire. Oui. Donc, et là, ça veut dire qu'il a une fonction suffisamment. Non, on pourrait plus bien faire le communiqué pour dire qu'on fasse cette présence-là de cette manière-là. Et donc, je pense que tout ça est tout à fait déplorable. Et nous devons tirer profit. Mon envie n'est pas de venir ici relater l'état des uns et des autres. C'est de dire que dans ma famille politique, je dis bien toujours dans ma famille politique et celui de l'opposition, c'est de pouvoir s'améliorer en permanence pour pouvoir grappiner. Quand vous avez qu'un pays qui n'a jamais connu d'alternance en 1960, ce n'est pas l'administration qui va vous faciliter.
Il faut dire très clairement, ce n'est non plus la justice qui va vous faciliter. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas le pouvoir qui va vous faciliter. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui va faciliter. Parce que tous ces éléments-là concourent à pouvoir maîtriser les éléments. Et lorsque vous avez un budget de 1960 qui est passé de 32 milliards et pratiquement aujourd'hui à 8 000 milliards, ce n'est pas facile qu'ils vont lâcher le lest. Mais Hilaire Zipan, des absences. Aujourd'hui, on évoque l'absence du président de l'Assemblée nationale à sa propre présentation des vœux. Il est très malade. Représenté. C'est ça l'information. Le dit n'est pas, la maladie n'est pas quelque chose. C'est pas une honte. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Vous avez également l'absence du président du Sénat, Niad Difendji. D'ailleurs, les deux n'étaient pas à la présentation. Bien naturellement, les deux n'étaient pas à la présentation. Au chef de l'État. Au chef de l'État, d'une part. Oui. Et ensuite, il faut noter que lorsque le président de la République a prêté serment en 2018, il y avait l'absence du président du Sénat. Oui. Et en 2025, il y avait l'absence du président du Sénat. Oui. Et donc, cela pose des questions. Et vous avez vu que le discours que le président du Sénat, le président de l'Assemblée a tenu, le président a été très mal à l'aise parce qu'il savait à tout moment qu'il pouvait déraper. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de suite dans les idées. Lorsque vous avez été en haute fonction pendant près de 50 ans... Mais est-ce que ça ne devrait pas inquiéter interpeller même... Ça interpelle l'opposition. Qui veut faire l'alternance? Ça n'interpelle pas les gens du pouvoir. Les gens du pouvoir, ça ne les gêne pas. Ils s'accommodent et ils trouvent des explications à tout vent pour dire que est-ce que nécessairement... Donc c'est comme ils vont te dire que les attitudes n'est pas la concordance, la présence ne veut pas dire qu'on est absent. Donc ils vont trouver des expressions dans la langue française pour expliquer cette subtilité-là. Non, cela montre à suffisance que notre pays n'est pas suffisamment gouverné dans la manière où on le fait. Et on peut tout reprocher au président de la République, mais il fait un effort en permanence pour l'heure d'être présent lors des grands événements dans lesquels il est attendu. Ça, c'est vrai. Que ce soit le 20 mai, que ce soit le 11 février, que ce soit naturellement lors de la présentation des vœux, il fait. C'est vrai qu'il sort de moins en moins. Et le Cameroun est absent dans le jargon des pays internationaux pour donner la voix qui me semble la meilleure. Et cela est tout à fait une preuve que le pays n'est pas suffisamment gouverné. Vous savez que le monde traverse une crise extrêmement délicate et Donald Trump a décidé de changer les règles du monde. On s'en fout, on débarque chez quelqu'un, on arrête le président et on commence à vendre son pétrole aux États-Unis. Donc, et le mutisme de l'opposition alors? Le mutisme de l'opposition est donc bien entendu l'incapacité à s'organiser. Vous savez bien que, bien entendu, ici, avant les élections présidentielles, j'ai développé ici un concept, ma foi, qui a été retenu par l'opposition. C'était bien, c'est-à-dire qu'à tout prix que si on ne fusionne pas nos forces, nous n'allons pas avoir la chance de gagner. Mais moi, mon débat était de fusionner nos forces en tenant compte de ma famille politique. Parce que la question, on me la pose tout le temps. Pourquoi on n'avait pas fait? J'ai dit non, le candidat qui a été retenu n'était pas de ma famille politique. Et le débat, c'était ma famille politique. Et ceux qui incarnaient ma famille politique, et je l'ai dit ici, je n'ai pas caché, le meilleur parmi nous était à l'époque, c'est la candidat qui était retenu, était Maurice Kamto. Malheureusement, ça n'a pas été retenu. Il fallait donc se redéfinir à partir de la famille politique. Et moi, j'ai soutenu Hermite Tomaino Ndamjoya en fonction de ma famille politique. Donc, il s'agit de ma famille politique. Donc, même dans l'opposition, il y a les familles politiques. Ah non, il y a la famille politique de l'opposition. De l'opposition. Ça veut dire que nous préparons l'alternance en fonction des paramètres, des difficultés que nous avons du moment. C'est ça la logique politique. Mais ça ne veut pas dire qu'on embrasse des gens à tout vent. Non. Et aujourd'hui, vous me posez la question. J'avais deux thèses. Je vous disais ça tout le temps ici. Et on peut reprendre les sons. J'ai dit, on a deux thèses. Soit on gagne, et là le pouvoir accepte, ce qui est tout à fait facile. Soit on ne gagne pas, et on se reporte aux élections législatives et municipales. Et je viens de vous développer depuis lundi dernier. Je vous dis qu'il faut que l'opposition se prépare à la cohabitation. Simplement, ça veut dire que quoi? Il faudra que nous obtenons le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale et obliger le pouvoir à nommer au sein de l'opposition le Premier ministre qui va donc devoir gouverner. Et là, on aura un équilibre de pouvoir qui va se dérouler. On a eu ces chances en 92 avec 68 députés de l'UNDP, avec 18 députés de l'UPC, avec 4 députés naturellement du MDR, ça faisait 92, 6 du MDR, ça faisait 92, mais on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de passerelle de négociation entre nous. Et c'est ce que j'en appelle aujourd'hui. Il faut une passerelle de négociation suffisamment claire au sein des partis politiques de l'opposition, de notre famille politique, pour préparer cela. C'est-à-dire que virtuellement, au moment où nous allons aux élections, nous savons bien qu'une fois que nous avons gagné, c'est Barry Flor Amassana qui est pressenti pour être Premier ministre. Et que c'est Emmanuel Coco qui est pressenti pour être ministre des Finances. C'est comme ça que ça se passe. Tout ça s'arrange. Tout ça s'arrange au départ. C'est pas qu'on vous nomme. Et c'est ce qui fait l'insomnie à l'heure actuelle des membres du gouvernement. Est-ce que le gouvernement va tomber aujourd'hui? Débat. Est-ce qu'il va tomber demain? Débat. On ne peut pas fonctionner avec un pays d'incertitude pareil. C'est pas normal. Surtout que le monde des affaires
aujourd'hui, n'aime pas l'instabilité. Et nous savons tous les problèmes que nous avons joués dans le monde des affaires. C'est un directeur général qui va à l'encontre d'une décision du ministre de tutelle. C'est un policier qui va à l'encontre de la décision du commandant de brigade. Donc, cette cacophonie montre qu'il n'y a pas une cohérence gouvernementale dont le pays n'est pas suffisamment gouverné pour que nous puissions avoir la sérénité nécessaire pour enclencher le développement et la croissance et donner l'emploi aux Camerounais. Les lundis de Hilaire Zipan, juste après Roland Tapi.